Salut à tous, toujours fidèles. Nous nous retrouvons pour l'émission Point de vue sur Zéphyr émettant de Hidjanawe Tchambakome à Lomé, Madame Brigitte Kafoui Adjamago Johnson, secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, présidente de CAP 2015, l'invitée de cette émission aujourd'hui. On va parcourir l'actualité nationale et puis parler de la nouvelle marche de CAP 2015 ce samedi à Lomé. Le confrère Joël Ega, directeur de publication du journal Fraternité, est avec moi. Nous sommes ensemble pour environ 55 minutes. Nono Kekeli est à la partie technique au micro. Appelez-moi Mathieu Mozo. Merci encore une fois d'être dans ce numéro Point de vue. C'est le tout dernier de cette semaine. Nous sommes très contents que vous nous écoutez en ce moment. Les invités sont en studio. Madame Brigitte Kafoui Adjamago Johnson, elle est la secrétaire générale de la Convention des peuples, de la Convention démocratique des peuples africains et puis présidente de CAP 2015. Madame, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Joël Lega, directeur de publication du journal Fraternité également là. Joël, merci de répondre à notre invitation. Merci et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Bien, on va d'abord commencer par l'année scolaire 2015-2016 qui tire pratiquement à sa fin. Le brevet d'études du premier cycle BPC est terminé aujourd'hui. Les résultats du bac 1 sont attendus. Le certificat d'études du premier degré CEPD commence le 14 juin et le bac 2 le 20 juin. Joël, est-ce que votre rédaction a relevé quelques dysfonctionnements au niveau du BPC qui finit aujourd'hui? Non, pas de dysfonctionnement, heureusement. Je dirais heureusement, pas de dysfonctionnement. Enfin, on voudrait en déduire que les laisser aller, le laxisme qui a marqué le bac 1 a été sérieusement circonscrit et que les éléments qui n'ont pas répondu ont été enlevés pour que le BPC, enfin ce qui a permis aujourd'hui qu'on passe un examen du PVT très bien. Mais je voudrais saisir l'occasion là pour demander à ce qu'on ne nous serve plus le scénario qu'on a servi l'année passée où c'est pas le mérite qui a été promu en termes de réussite, mais c'est-à-dire que l'État a joué plus sur l'effectif, l'État a voulu soigner la mauvaise image qu'il a laissée au cours de l'année, qui a été l'année a été perturbée, alambiquée à volonté. Et la surprise, c'est qu'on a eu un effectif de réussite qui a étonné tout le monde. Les résultats sont là aujourd'hui. Quand tu vois les prestations de ceux-là qui ont été admis, ça laisse à désirer. Donc on souhaite qu'on nous sorte vraiment les vrais résultats, que les plus méritants sortent. Et ça permettra à l'État de se remettre en cause, afin de voir la vérité en face et de voir qu'est-ce qu'il faut faire demain pour que l'élève togolais soit plus compétent. D'accord. On va dire que l'année scolaire 2015-2016 est en train de connaître une fin heureuse, une année qui n'a pas connu de perturbations. Oui. Heureusement, l'année n'a pas connu de perturbations. C'est ce que nous souhaitons tous. Je crois que même Madame qui est de CAP 2015, opposition, qui fait aujourd'hui office de l'opposition radicale, ils sont après tout des Togolais. C'est ce que. Non, mais attendez, c'est la ligne de l'opposition. Allons-y. Tu nous donneras la parole. C'est votre position, d'accord. Et donc, je crois que même au CAP 2015, à la CDPA, à l'ANC, ce qu'on souhaite vivre, c'est que l'année soit paisible, soit l'année se passe normalement. Et parce que ça, c'est le Togo de demain qu'on est en train de construire et personne n'a intérêt à ce qu'on badine avec l'avenir. D'accord. Voilà, on va donner la parole à notre invité sur cette question des examens de fin d'année, l'année scolaire 2015-2016 qui s'achève tout doucement. Madame, votre avis sur cette question? Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, saluer vos auditeurs et auditrices. Merci. Et puis prendre le temps de relever un peu de faire une observation au sujet du concept d'opposition radicale que M. Ega vient d'utiliser et dire que nous ne nous reconnaissons pas dans ce concept-là, à CAP 2015. Ce que nous savons, c'est que nous sommes un groupe de partis politiques qui œuvrent avec fermeté à créer un Togo plus juste, démocratique, un Togo où les citoyens se sentent bien
vivent mieux, où il y a une meilleure répartition de la richesse, un Eldorado, il n'y a pas qu'une minorité qui pille les richesses qui nous appartiennent tous, mais où il y a une distribution égale de ces richesses-là. Alors, nous resterons sur cette ligne-là et nous sommes convaincus que nous arriverons à obtenir des résultats dans ce sens. Voilà. Non, on va pas engager un débat. Non, s'il te plaît, Mathieu, je voudrais dire ce que Madame a décrit, le Togo où on répartit bien la richesse. Je voudrais préciser que c'est pas encore l'Eldorado. Ça ici, d'autres l'ont fait, on peut le faire ici. Mais je me retourne vers Madame. Je voudrais savoir comment vous voulez qu'on qualifie le CAP 2015 dans sa stratégie aujourd'hui par rapport aux autres partis de l'opposition, par exemple, ceux qui ne veulent pas. Est-ce qu'on ne va pas laisser cette question au moment de parler de la marche posée? Bon, si vous refusez le qualificatif opposition radicale, est-ce que vous acceptez le qualificatif opposition dure? Décidément, nous sommes une opposition au régime qui est en place, à la majorité qui gouverne ce pays et à ce régime qui est en train qui préside aux destinées du Togo depuis 50 ans et qui a mis le Togo dans l'état. Si on vous classe ensemble avec Obu, nous refusons d'être enfermés dans une catégorie et nous ne voulons pas que on nous taxe d'opposition radicale qui a une connotation négative lorsque nous avons opposition dure, le sentiment de faire notre devoir, d'accomplir notre devoir et de l'accomplir avec fermeté, de l'accomplir de la manière qui nous permettent d'obtenir des résultats. D'accord. Voilà. C'est juste une mise au point que je voulais faire. Pour répondre à votre question, oui, je fais le constat, comme vous, que les examens se déroulent globalement bien, à part le bac 1, qui a connu des problèmes. Le bac 1 technique. Mais je voudrais dire que si l'année s'est bien déroulée et qu'on est arrivé à cette étape-là où des examens sont organisés, ce n'est pas parce que il n'y a pas de problème et c'est tout à l'honneur des enseignants. Je voudrais reconnaître ici le sacrifice qu'ils ont consenti parce que chacun sait les conditions dans lesquelles ils travaillent, chacun sait que sur le plan social, ils sont pas du tout gâtés et que ils ont des mais ça va mieux désormais chez eux, ça va un peu mieux par rapport aux années. C'est vous qui le dites. Non, c'est toujours difficile. Il y a toujours des choses à faire. C'est vous qui dites que ça va mieux. Allez voir les conditions de travail de ces gens-là au quotidien et je pense que nous devons les féliciter. Mais ceci étant, il ne faut pas que, parce qu'il n'y a pas eu de mouvement, que le gouvernement pense qu'il peut dormir tranquillement. Au contraire, il faut saisir cette opportunité d'accalmie pour anticiper sur les problèmes et essayer de trouver des solutions pour que, eh bien, ce calme-là que nous avons connu puisse continuer à la rentrée prochaine et que tout se déroule bien. Mais fasse aussi des efforts pour une amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est important. D'accord. On va parler d'un autre sujet. La tradition a été respectée au Togo pour la 39e fois. La journée nationale de l'arbre a été observée le 1er juin dernier. Plus besoin de revenir sur l'historique de cette journée. Mais je ne sais pas si mes invités ici ont planté un arbre mercredi dernier. Si ce n'est pas fait, tout ce mois de juin est en principe consacré au reboisement. Ils peuvent toujours le faire.
Joël, on a comme impression que les Togolais n'ont plus le même engouement comme c'était le cas aux premières heures de l'instauration de cette journée. Oui, les Togolais n'ont plus le même engouement en ce sens que quand on parle de 1er juin, moi, dans ma philosophie, c'est plus l'intérieur du pays qui est concerné. C'est plus parce que c'est là où il y a la race campagne. C'est là où on déforeste le plus. Et donc, le 1er juin, c'est à l'intérieur du pays. Mais c'est là où il faut se demander, est-ce que le 1er juin a vraiment été dans l'esprit, j'espère, dans l'esprit dans lequel il y a des mal l'a initié, parce que le 1er juin était plus marqué par les mises en terre de plans par les membres du gouvernement, et puis basta. Est-ce que il y a une réelle politique nationale autour de la promotion de ce mois, parce que c'est pas seulement la journée de l'arbre, c'est de ce mois de l'arbre? Ayant le courage de reconnaître, non, parce que au même moment que Yadema faisait la promotion de la mise en terre des plans, du reboisement, au même moment, dans son gouvernement, dans son entourage, il y a des gens qui faisaient le commerce du bois. En fait, le commerce du bois était plus promu par ce régime-là. Et bon, je ne mets pas la charge de Faure Gnassingbé. C'est vrai que quand lui il est arrivé, il n'a pas pu démanteler tant ce réseau. C'est vrai qu'il y a des généraux qui étaient dans ce commerce-là qui ne sont plus en odeur de sainteté avec son pouvoir. Mais le 1er juin, c'est d'abord commencer par combattre la déforestation. Ceux-là qui sont les grands businessmen dans ce secteur-là, et vraiment promouvoir la fête, cette journée, ce mois-là à l'intérieur du pays où on déforeste le plus. Je dis également, quand on parle du 1er juin, quand le Togo se dit promoteur de la lutte contre la déforestation, quelles sont les décisions politiques qui sont prises? La fois dernière, on a diminué le prix du carburant, mais on n'a pas diminué le prix du gaz butane. Qui participe, voilà, effectivement, qui participe à la limitation de la déforestation. Vous allez aujourd'hui, quand vous franchissez, vous sortez déjà de Kanté, à Mango, etc. C'est le désert. Et c'est dans ce milieu-là. Non seulement vous voyez le désert, mais c'est dans ce milieu-là qu'on expose le plus. Tout le long de la route, c'est là où vous voyez le plus de sacs de charbon de bois. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la population, on ne leur donne pas d'autres alternatives. Mais quand ils se tournent, les subventions pour les agriculteurs, ça n'existe pas. Donc quand ils tournent à gauche, à droite, ils reviennent vers la bataille des arbres. Donc, il n'y a pas, normalement, ça doit s'inscrire dans une politique générale qui fait qu'il faut décourager ceux-là qui vivent du commerce du charbon de bois. Ces grands commerçants de bois, il faut également les contrôler pour pas que les Indiens viennent glisser quelques sous à nos amis, à nos autorités, qu'ils commencent pas à aller déforester nos forêts. Mais il faut vraiment une réelle politique de promotion. C'est en cela, j'ai toujours, je l'avais dit la semaine dernière, que aujourd'hui on doit parler du ministère de l'environnement, mais il faut parler du ministère de l'écologie, parce que aujourd'hui ce n'est pas l'environnement. Je pense que c'est un peu révolu. Déjà que le Togo est un pays pilote, a eu l'honneur d'être désigné comme pays pilote de la mise en éducation des ODD. Et les ODD accordent une grande importance à la protection de l'environnement, à la protection de l'écosystème. Donc il faut réellement j'espère que d'ici la fin de ce mois, le chef de l'État va prendre des initiatives pour qu'on sente vraiment qu'on veut reconquérir le couvert végétal togolais. Bien, oui, madame, sur cette journée, je pense que la politique du gouvernement en matière environnementale a besoin de plus de cohérence. Il y a beaucoup d'incohérences et je suis reconnaissante à M. Ega d'avoir relevé un certain nombre d'aspects qui démontrent ces incohérences. Et pour en revenir à la journée du 1er juin, c'est une journée qui, à mon avis, a toujours eu un caractère plus symbolique
que vraiment utilitaire. Et c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Il faut aller au-delà du symbole. Et c'est d'ailleurs de moins en moins, au moins par le passé, on sentait vraiment qu'il y avait des mesures prises pour que symboliquement, au moins le jour-là, que les citoyens puissent mettre des plans en terre. Mais progressivement, on a eu l'impression que d'ailleurs, cette journée est l'occasion de faire des affaires pour un certain nombre de personnes. Les gens qui vendent les plans à mettre en terre, et puis nous avons eu des informations sur l'exploitation politique qu'on fait de cette journée également. Et l'invitation serait à ce que le gouvernement fasse en sorte que, au-delà du symbole, qu'on utilise cette journée pour sensibiliser effectivement les populations sur la nécessité de reboiser. Nous sommes confrontés à des défis énormes en matière environnementale, et il faut commencer à les relever. Il faut... Monsieur Ega parlait tout à l'heure de l'intérieur, mais moi je constaterais que, au contraire, même nos villes ont besoin d'être reboiser, reverdir un tout petit peu, parce qu'il faut reverdir Lomé. Lomé, vous voyez, au fur et à mesure que des projets d'infrastructures routières sont mis en œuvre, eh bien, ça conduit à abattre des il y en a eu arbres beaucoup et tout, ces derniers temps. Oui, et donc il y aurait vraiment besoin de prendre des initiatives dans ce sens-là aussi. D'accord. Des réactions se poursuivent suite au décès de 5 soldats togolais de la MINUSMA au Mali le 29 mai dernier. Le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement souhaite que les veuves et les orphelins soient pris en charge convenablement. Le parti de Maître Mohamed Tiassouna Traoré souhaite également, surtout, que les enfants de ces vaillants soldats soient bien encadrés pour une insertion sociale. Joël, c'est une question importante. Cette question-là, ces décès-là qu'on a enregistrés depuis dimanche au Mali. J'espère que la grande muette, comme il appelle, la grande muette mesure toute l'importance de cette question, parce que quel que soit, de toute la façon, quand ces gens-là, excusez-moi, c'est un peu péjoratif, quand ces valeureux soldats togolais acceptent d'aller au Mali, c'est avec tous les risques. Mais est-ce qu'ils sont vraiment rémunérés comme ça se doit? Est-ce qu'ils sont rémunérés comme on le fait dans les autres pays? Est-ce qu'il y a une transparence au sein de l'armée sur ce que verse... En tout cas, le MCD a déploré tout ça là. Sur ce que versent vraiment les Nations Unies. Qu'il y a une opacité qui entoure ces missions. Oui, bon, mais quand on parle d'opacité entre hommes armés, j'espère qu'eux-mêmes mesurent suffisamment l'importance de la question, et que des mesures seront prises pour d'abord rattraper ce qui n'a pas été fait, et maintenant commencer par faire comme ça doit se faire. Voilà, Madame, la CDPA doit forcément avoir une pensée également à ces soldats qui sont décédés. Oui, je voudrais vraiment saluer la mémoire de ces valeureux soldats et soutenir aussi les propositions qui sont faites pour que des mesures soient prises en faveur des veuves et des orphelins. Mais je voudrais poser un problème d'ordre général. Je sais qu'aujourd'hui, le problème du maintien de la paix se pose avec beaucoup d'acuité, et que les pays sont de plus en plus sollicités pour participer à ces opérations de maintien de la paix. Mais je pense que dans un État démocratique, la décision de faire participer nos forces armées à
une opération de maintien de la paix, c'est une décision grave. Une décision grave qui devrait être mûrie, qui devrait faire l'objet de débats. De débats pour analyser le contour de la chose, c'est vrai, M. Egal a dit tout à l'heure, qui dit participation à une opération de maintien de la paix dit prise de risque. Hein? Mais justement, c'est pour ça qu'il faut discuter et voir si ça vaut la peine de prendre ce risque, si on est d'accord, et voir quelles sont les précautions qu'on prend pour limiter ces risques-là. Est-ce que vous avez déjà entendu un de ces débats dans notre pays? Je constate que nous nous sommes lancés dans cette activité un peu beaucoup plus pour polir l'image du Togo, pendant qu'on refuse de régler les problèmes. De toute la façon, on doit aider aussi les autres pour demain, si nous sommes menacés, qu'on nous aide aussi. Ah ben, vous aidez les autres pendant que vous créez une situation qui pourrait vous-même, demain, vous amener à être en situation de devoir être aidé. Il faut à la fois aider les autres et balayer devant chez soi. Mettre sa propre maison en ordre. Ah oui, c'est important. Voilà. Bien, on va maintenant donner la parole, Joël, à madame. Je sais que vous devez avoir beaucoup de questions à lui poser. Madame, on va parler un peu de votre parti avant de parler évidemment de CAP 2015, notamment parler de ce programme de contribution à l'enracinement de la démocratie et l'organisation d'élections locales, démocratiques et paisibles au Togo au cours d'un séminaire que vous avez organisé en avril dernier. Où en êtes-vous avec ce programme? Eh bien, c'est un programme qui se poursuit et d'ici un mois ou plus tard, nous aborderons une deuxième étape. Après le lancement que nous avons eu à faire, des experts ont planché pour produire des outils qui seront des outils de formation de nos militants, mais aussi des outils de support de l'action d'éducation populaire et de sensibilisation que nous aurons à mener. Donc ces outils sont faits prêts, sont à l'imprimerie et je pense que d'ici un mois ou plus tard, on formera la première vague de formateurs qui, dans le mois qui va suivre, un mois aussi après leur formation, vont essaimer dans les différentes préfectures ce qu'ils ont reçu ce qu'ils ont déjà reçu comme formation en direction d'un certain nombre de militants, encore une fois, et cela nous donnera une masse critique de gens formés pour aller maintenant vers les populations, diffuser les messages, organiser des débats, faire en sorte qu'il y ait une conscience plus forte de la citoyenneté chez les populations et de la démocratie, mais aussi faire en sorte que les populations soient plus aptes à apporter leur contribution au combat que nous menons pour que le Togo se transforme en pays véritablement démocratique. Nous, et que de manière spécifique maintenant, les populations puissent participer davantage au processus de décentralisation. Justement, j'allais vous poser cette question si vous y pensiez, notamment la décentralisation et les élections locales qui arrivent. Parce que le constat, tout le monde réclame les élections locales, tout le monde parle de décentralisation, mais lorsque vous allez à la base, les populations maîtrisent très peu ces questions. Absolument, et c'est une carence du gouvernement. Une carence du gouvernement parce que ce genre d'action devrait être mené avec les ressources dont le gouvernement dispose, parce que c'est des actions à grande échelle. Les partis politiques prendront leurs responsabilités, mais cela n'exclut pas que le gouvernement, qui est le principal responsable
de cette action de conscientisation, d'éducation des populations, assume sa part de responsabilité. Surtout si c'est lui qui dispose des ressources publiques. Voilà. Et je rappelle que le comité que le gouvernement lui-même a mis en place a proposé dans cette feuille de route-là qu'il y ait cette phase-là où les populations soient approchées, éduquées, sensibilisées, qu'on les écoute même, on prenne leur avis sur la façon dont le processus devrait être conduit. J'ai une question. Sur l'initiative que vous êtes en train de déployer sur le terrain, former les gens plus de citoyenneté, est-ce que les partenaires, pas les partenaires de la CDPA, parce qu'on sait que les partenaires de les PTF, les partenaires techniques financiers du Togo, ont réclamé à chacun à son tour l'organisation des locales. Est-ce que les partenaires vous accompagnent dans ce que vous... Écoutez, vous savez qu'un parti politique a habituellement du mal à trouver des partenaires qui l'accompagnent, et surtout quand il s'agit de partenaires du pays, ce qu'ils craignent, c'est d'être taxés, d'être des partisans. Et donc, par contre, ce qu'on peut conseiller, et là vous avez raison de poser le problème, quand ces partenaires demandent la décentralisation, pour être conséquent, il faut normalement qu'ils acceptent de mettre à la disposition de la société civile, par exemple, des moyens adéquats pour faire ce travail-là, d'éducation et de sensibilisation des populations. Et on ne sent pas encore qu'ils sont vraiment engagés dans ce sens. Au contraire, on a l'impression qu'ils collent un peu à l'agenda du gouvernement, et est-ce parce qu'ils attendent que le gouvernement donne véritablement l'impulsion, mais c'est une opportunité que vous m'offrez de leur lancer un appel pour qu'ils accentuent, on sait, il faut le reconnaître, qu'ils font beaucoup d'efforts, ils font beaucoup de pression pour que le Togo aille vers la décentralisation, mais il ne faut pas qu'ils baissent les bras. D'accord. On va marquer une pause de quelques secondes, on revient pour la suite, Joël. Vibration. Tous les lundis, mercredis et vendredis de 18h à 19h, suivez Vibration, votre émission musicale sur Zéphyr, la radio officielle du son. Afrobuzz, Planète Rap, Starbook et l'actualité sur vos artistes, c'est dans Vibration sur Zéphyr. Vibration, maximum de musique. 100% musique. Zéphyr. Zéphyr. Il est 10h30. Faites changer la couleur de vos murs et plafonds avec les peintures de qualité chez Coloris. Coloris, boulevard Léopold Sédar Senghor, téléphone 22 41 36 36 92 00 94 94. Coloris, une seule empreinte, la vôtre. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de cette émission. Nous sommes de retour. Madame Brigitte Kafouya Diamago-Johnson, secrétaire générale de la CDPA, présidente de CAP 2015, et puis Joël Ega, directeur de publication du journal Fraternité, sont avec moi dans ce studio. Joël avait une question pour madame. Oui, madame. On va aller rapidement. Effectivement, vous êtes en train de former vos militants sur le terrain, etc. C'est ce que vous avez dit. Et, si nous prenons... Il y a une idée qui s'ébrute dans les différentes rencontres. Si nous prenons l'exemple du Ghana, où les politiques ont accepté, ils ont convenu que pour les locales, on ne laisse rien que la société civile déposer des candidatures. Si on amenait cette idée au Togo, vous serez adhérente? Mais qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui serait à la base de cette idée? Je ne comprends pas.
Oui, je ne oui, comprends là-bas, pas. je C'est motivé peux. par Oui, quoi? c'est motivé par le fait que quand on parle de la société civile, c'est eux qui sont vraiment proches de la base, c'est eux qui connaissent les vrais problèmes, ils sont les vrais représentants des populations des contrées les plus reculées, et donc et puis ils sont plus astreints à l'exercice de redevabilité. Et vous me dites que ça s'est fait déjà dans un pays où on a décidé que les partis politiques ne participeraient pas aux élections locales. Mais ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire que ce sont les organisations de la société civile qui sont plus proches des populations que les partis politiques. Nous sommes implantés, nous avons nos représentants dans les cantons, dans les villages. Bon. Alors, pourquoi pensez-vous que la société civile est... Au contraire. Non, c'est votre droit de critiquer cette position. Mais moi, je vous dis juste, c'est une idée qui a fait école ailleurs. Si on proposait cette idée, est-ce que vous serez partant? Non, parce que ça n'a aucun sens politiquement. Et je ne suis pas convaincu que ça ferait avancer le pays. Par contre, si vous me dites, il faut accepter qu'il y ait des candidatures indépendantes, ok. Non, mais la Constitution, le code électoral était... Mais est-ce que vous êtes sûr, mais c'est grave, c'est que les implications de cette proposition que vous faites. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une société civile préparée et capable d'assumer cette responsabilité-là sur toute l'étendue du territoire? La nature même des organisations de la société civile ne les prépare pas à assumer ce genre de responsabilité. On sait que les sociétés civiles sont des bases arrière des politiques. D'accord, on va aller à autre chose. La société civile a aussi son rôle à jouer. C'est des acteurs indispensables et incontournables de la démocratie. Voilà, maintenant on va parler... encore une fois de la CDPA, que pensez-vous? Vous n'êtes pas au Parlement, vous avez quand même des partenaires qui y sont. Que pensez-vous des débats qui sont menés là-bas? Le projet de loi relatif à la création des préfectures a été adopté vendredi dernier. Il y a une semaine aujourd'hui. Alors, il reste le projet de loi relatif à la création des communes. Les débats vont commencer très bientôt, mais quel est votre regard sur le travail de l'Assemblée? Je pense de manière générale qu'il n'y a pas de débat à l'Assemblée. N'en déplaise à ce que à certains, en dépit de ce que ces gens-là disent, l'Assemblée nationale au Togo n'est pas un lieu de débat. Pourtant, il y a une majorité qui est là, qui est borné, qui est fermé, qui a un objectif et qui veut aller de l'avant, qui n'a pas encore pris la mesure de ce que, au moins formellement, nous avons dit que nous sommes entrés en démocratie. Dans une démocratie, on accepte le débat, on est ouvert, on écoute les opinions des autres, et lorsque c'est fondé, on les prend en compte. À moins qu'on ne me dise qu'au Togo, ici, l'opposition parlementaire ne dit rien de bon. Il y a des débats. L'opposition parlementaire dit... Mais vous avez déjà vu un cas concernant un projet de loi où on vous dit que l'opposition a réussi à modifier sensiblement, de manière substantielle, le contenu d'un projet proposé par le gouvernement. C'est ça le problème du Togo. Oui, mais faites des propositions. Vous avez une partie de la classe politique ou des gens qui incarnent cette partie de la classe politique qui sont coincés. Ils sont sur une autre planète. Ils n'arrivent pas encore à comprendre que une certaine ère est révolue. Non, mais tout évolue. Je crois que... Quand je vois dans ce journal-là que M. Egal le dit très bien, il fait bien de le souligner dans Fraternité, que il y a un véritable retour des classiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des gens qui sont restés sur un schéma archaïque
Non, de gestion des affaires de la cité. Je pense qu'il faut dire les choses par leur nom. Où est-ce que vous avez vu dans une assemblée, on veut faire un débat sur un sujet aussi crucial que celui-là, et on a peur, on est frileux. On veut pas laisser les populations, les citoyens venir suivre les débats. Ce n'est pas interdit, je crois. On veut même interdire aux journalistes, vos confrères, toute la difficulté qu'ils ont eue la dernière fois avant d'être acceptés. Si les députés de l'opposition n'avaient pas menacé de quitter l'Assemblée, vous pensez qu'on aurait accepté que les journalistes entrent? Non, de toutes les façons, on a fait le boulot, c'est ça qui est important. C'est pas normal. C'est ça le problème du Togo. On veut faire croire qu'on est en démocratie, mais on fonctionne. Madame, nous sommes en démocratie. Peut-être que ça n'évolue pas comme on veut, mais nous sommes en démocratie, madame. Mais non, c'est vous qui le dites. Il y a des indicateurs objectifs, et je vous parle de certains de ces indicateurs. Je vous en ai parlé. Dites-moi, je vous ai posé des questions. Vous avez déjà vu l'opposition influencer sensiblement le contenu d'un projet de loi à l'Assemblée? C'est normal parce que ce qu'ils vous disent, c'est l'opposition minoritaire. Causer toujours. Parce que vous pensez que dans une démocratie, la majorité impose toujours sa volonté totalement. Mais c'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. D'accord. Dans ce cas, ce n'est même pas la peine de faire des élections. Ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, c'est le lieu aussi de faire le travail sur le terrain, pour pouvoir aussi avoir un nombre important de députés au Parlement. Peut-être c'est l'occasion. Qu'est-ce que vous voulez dire? La réelle majorité dans ce pays, c'est l'opposition. Vous ne savez pas. Malheureusement, c'est pas le cas au Parlement. Vous donnez l'impression que le problème se pose en termes d'une opposition qui ne ferait pas du travail sur le terrain. Vous pensez que la majorité qui est au pouvoir, elle est vraiment majorité? Vous ne savez pas comment elle est arrivée à la résultat, Madame la Présidente, vous avez abordé un sujet très intéressant. La réelle majorité au Togo, c'est l'opposition. Absolument. Sur quelle base vous le dites, sur quelle base? Non. C'est ce que madame a affirmé. D'accord, c'est ce que madame a affirmé, d'où ma question maintenant. Je voudrais savoir, c'est vrai que dans l'esprit, quand vous faites le tour, les gens, ils sont aigris, les gens ne parlent pas, mais ils ruminent. Mais comment expliquez-nous, nous journalistes, comment se fait-il que, c'est vrai dans l'esprit de la majorité, c'est l'opposition, mais quand on demande aux Togolais d'aller voter, les gens votent unir. C'est une minorité qui vote unir. Monsieur Ega, vous n'avez pas compris que les résultats des élections n'ont jamais été des vrais résultats? On va pas mener ce débat. Quel mécanisme? Non, madame, mais quel mécanisme l'opposition n'est jamais arrivée à prouver que ces résultats sont fausses parce que les PV sont là? Les PV sont là, c'est des PV qui sont dans quel état? C'est des PV, les PV qui comportent plein d'anomalies. Comment vous pouvez passer l'éponge dans une véritable démocratie? Il suffit de très peu pour que, quand on organise des élections, on les annule. Il suffit de très peu. Mais ici, en Afrique et au Togo en particulier, vous connaissez la célèbre formule. On reconnaît qu'il y a beaucoup d'irrégularités, mais on joue la diplomatie et qui ne sont pas de taille à remettre en cause. Ces irrégularités ne sont pas de taille à remettre en cause. Bien, madame, on va parler maintenant de la marche CAP 2015, le combat pour l'alternance politique en 2015 et ses militants de nouveau dans les rues de Lomé ce samedi. Avez-vous déjà fait le bilan de la marche du 21 mai dernier? Bien sûr. Non seulement nous en avons fait le bilan, mais nous avons posé des actes pour exploiter cette première marche. Quels sont les enseignements tirés après cette marche-là du 21 mai? Mais les enseignements tirés, pourquoi vous me posez cette question? Oui, les enseignements sont positifs. Les enseignements sont positifs. Les Togolais, après presque un an de manifestation, ont répondu nombreux à notre appel. D'ailleurs, beaucoup attendaient cette manifestation-là. Maintenant,
nous en organisons encore une autre avec l'objectif de mobiliser davantage. Et après Lomé, nous irons à l'intérieur. Et pendant que nous mobilisons, nous avons dit, on ne fait pas que la marche, on utilise d'autres moyens. La preuve, eh bien, nous avons saisi les deux présidents du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui sont venus ici nous dire, surtout le président de la Côte d'Ivoire, qui lui, il a fait le diagnostic qui était partagé par son collègue aussi du Ghana, que le problème du Togo, c'est qu'on refuse de faire les réformes, qu'on ne fait jamais les réformes. Et ils ont dit, d'ailleurs, comme s'ils en avaient marre de venir jouer tout le temps aux pompiers, après cette élection présidentielle, on va faire les réformes. Nous allons veiller à ce que le Togo fasse les réformes, sinon il y aura même des sanctions. Ah ben, c'est vite dit. Nous les avons saisis. On leur a dit. On a posé des actes. Oui. Ils ont réagi, pas encore. Hein. Est-ce qu'ils ont réagi je présume que peut-être c'est des courriers que vous avez envoyés ou bien Attendez, vous ne voulez pas que je vienne dire tout dans les D'accord, compris, madame. Madame, l'objectif de la marche, est-ce pour faire plier le pouvoir à s'exécuter dans la réalisation des réformes, ou bien pour montrer à l'extérieur qu'il y a une désapprobation totale du pouvoir togolais qui ne veut pas faire les deux. C'est les deux objectifs que nous poursuivons. Et ces deux objectifs sont liés. Ils sont liés parce que en démocratie, un pouvoir qui respecte son peuple, un pouvoir qui n'a pas de mépris pour son peuple, quand il voit que le peuple pose des actes du genre de ceux que nous avons posés la dernière fois, eh bien, ça lui donne à réfléchir. Et d'ailleurs, je sais, ceux qui disent non, ça ne fait plus rien au pouvoir, le pouvoir s'en fout, c'est faux. C'est faux, vous tombez dans le piège du pouvoir parce que nous savons qu'ils ont commencé à flipper. D'accord. Ils ont commencé parce qu'ils voient que notre détermination est intacte et nous allons leur montrer, nous allons aller crescendo. Nous voulons les réformes. Pourquoi est-ce que le Togo serait épargné? Regardez, même le Burkina, le pouvoir qui vient d'arriver, il n'y a pas longtemps, le Bénin, regardez. Tout le monde avance et nous on fait du surplace et on croit ruser, flouer tout le monde en donnant l'impression que le Togo avance. Le Togo avance. Madame, vous avez, au nom de CAP 2015, vous avez introduit un courrier à l'endroit des parlementaires pour que les réformes se fassent. Mais concrètement, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire des propositions de réforme et à garantir, à unir, enfin à mobiliser, unir, à voter pour ces réformes-là, puisque d'abord il faut les voter au Parlement et ensuite les soumettre au référendum. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pris l'initiative d'un texte qui propose des réformes Pourquoi voulez-vous que nous prenions l'initiative d'un texte qui propose des réformes puisque si vous marchez aujourd'hui, c'est parce qu'eux refusent de s'exécuter. Oui. Mais est-ce que vous avez quand même les avez mis devant le fait que vous avez montré toute votre bonne volonté en prenant des initiatives de texte? Est-ce que vous avez Monsieur Ega, allez-y, madame. Dans le contexte du Togo, vous êtes Togolais comme moi. Le contexte du Burkina n'est pas celui du Togo. Du Bénin. Ni celui du Bénin. Et au Togo, mais il y a une histoire. Nous avons signé dans ce pays des accords qui disent que nous devons nous asseoir ensemble pour faire les réformes. Ce qui emmène à une méthodologie pour faire la réforme. Et la méthodologie qui découle logiquement de l'APG, c'est que la classe politique signataire ou la classe politique tout court s'asseye et discute du contenu de ces réformes-là. Puis ensuite, qu'on décide de faire ces réformes au Parlement ou d'organiser un référendum, on verra.
Mais le contexte du Togo fait que nous ne pouvons pas refuser de discuter avant qu'une loi, qu'elle soit un projet ou qu'elle soit une proposition, ne soit introduite au Parlement. Regardez, ce matin, avant de venir, j'examinais le contenu de la commission constitutionnelle qui a été mise en place au Burkina. On a mis des représentants de partis politiques et des juristes. Ça veut dire quoi? Qu'on reconnaît que au sein de cette commission constitutionnelle-là, eh bien, les gens devront mener un débat, que l'opinion, la vie des acteurs politiques que nous sommes sera très important et que finalement, ce qui va se faire arrivera à dégager un consensus. Mais regardez ce qui s'est passé au Togo. Donc au Togo, on met en place une commission composée d'une personne qui est présidente et dont on ne connaît même pas la composition. Et oui, c'est au que Burkina, vous savez combien on a donné à la Cour constitutionnelle, à la commission constitutionnelle? 60 jours. 60 jours. Vous savez quel est le mandat de Madame Awanana? D'accord. Sur ce plan-là. Oui, Voyez, madame, moi je vous fais toucher du doigt des d'accord, oui, mais permettez quand même qu'on vous rappelle aussi certaines choses, madame. Surtout, on a vu en temps des cadres qui ont été créés, mais d'autres ont refusé de collaborer avec d'autres personnes. Cette histoire serait peut-être déjà faite, madame. Donnez-moi un exemple. Il y a eu, oui. Donnez-moi un exemple. Il y a eu des CPDC où l'ANC, par exemple, a refusé de siéger avec d'autres partis. Oui. Mais après les CPDC, il n'y a pas eu d'autres initiatives. Est-ce qu'on n'a pas perdu le temps là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres initiatives qui auraient permis de rattraper le temps perdu? Dites-moi. Et pourquoi ça n'a pas abouti? Oui, d'accord, on sait qu'il y a eu Togo Télécom 2, ça aussi c'est une autre histoire. Pourquoi faut-il qu'on prenne toujours des prétextes pour faire ce qui est bon à faire pour le pays, pour refuser de faire ce qui est bon à faire pour d'accord. le pays? Madame, je voudrais Pourquoi et à jouer à ce jeu, vous donnez l'impression que vous, citoyens, cette situation-là dans laquelle nous nous trouvons fait du tort à tout le monde. À vous, à moi, à lui, à tout le monde. Tout le monde est d'accord, madame. Mais je voudrais savoir, peut-être rappeler encore une fois le contenu de vos revendications. De quelles pour que les populations puissent comprendre. De quelles revendications? Qu'est-ce que vos revendications concernant quoi? Qui vont vous faire descendre dans les rues ce samedi? Ah, d'accord. Parfait. Là, votre question est bienvenue. Nous voulons que enfin, qu'il y ait des réformes. Qu'on s'asseye pour discuter et faire rapidement les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales dont le pays a besoin. Nous voulons que ce processus de décentralisation que le gouvernement a fini par déclencher, que ce processus-là, qu'on redresse rapidement la manière dont il est mené. C'est-à-dire qu'il soit mené de manière consensuelle. Et nous, classe politique, nous voulons y participer. Les populations doivent y trouver leur place. Voilà. C'est ce que nous voulons. D'accord. Madame, le chef de file de l'opposition à la plage, le 21, il y a 2 semaines. Oui, effectivement, il y a 2 semaines. Vous demandez ici, vous parlez ici d'une nécessité de dialoguer avec la classe politique. Le chef de file de l'opposition, lui, il parle de nécessité de dialoguer avec lui, chef de file de l'opposition. Est-ce que c'est la... Non. Vous êtes dans la même dynamique? Non. Le chef de file de l'opposition... Sa déclaration est encore là. ...n'a jamais exclu que la classe politique soit associée aux discussions qui doivent avoir lieu pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Oui, ça veut dire que à la lumière de ce qu'on a connu du CPDC autres là, si aujourd'hui on invite CAP 2015, on invite les anti-marches, etc. autour de la même table, il n'y aura pas de problème, vous allez vous asseoir à discuter. Écoutez, pourquoi vous mettez la charrue avant le beurre?
Est-ce que on veut discuter? C'est votre souhait. Non, Mais si c'est aujourd'hui, c'est fait. C'est votre Nous souhait. voulons que la classe politique s'asseye pour discuter. Mais les partis politiques qui sont régulièrement constitués, c'est leur droit aussi de participer au débat. D'accord. C'est leur droit de participer au débat. Mais c'est évident aussi qu'on ne peut pas mettre les 109 partis. Non, c'est clair, on est C'est d'accord. évident. Oui, Donc, on est d'accord. Le blocage, vous posez le problème comme si le blocage venait de ce côté-là. Non, mais il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, puisque Il y a le passé qui est là. le pouvoir s'est toujours adossé, à moins que le pouvoir s'est toujours adossé sur votre refus. ne veuille pour, instrumentaliser Oui. aussi la question du cadre de discussion. C'est là que le problème se pose. C'est-à-dire instrumentaliser comment, madame? Aujourd'hui, ce ne serait pas mieux que vous-même vous posez déjà un cadre et que le pouvoir se prononce là-dessus. Mais, monsieur Ega, Puisque très souvent, c'est vous, c'est par de votre droit, média- vous refusez. c'est par média interposé que nous allons faire ces propositions. C'est bon, madame, on va terminer. Dites-nous, la marche de ce samedi, elle part où, elle chute où, est-ce que les dispositions sont prises? Merci, au moins vous avez l'esprit à l'essentiel, vous revenez à chaque fois à l'essentiel. La marche d'aujourd'hui, de demain, c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Je veux inviter nos concitoyens et nos concitoyennes que personne ne reste chez lui en se disant on va le faire, mais ça ne servira à rien. Je vous assure que tous ceux qui s'asseyent poser cette question parce que ce samedi on a marché, et ça ne servira à rien. Samedi on va encore marcher dis, et finalement ce sont les marches ou comment? Faites un essai, venez grossir davantage le nombre et vous allez voir que ça fera quelque chose parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes souvent tentés de dire ce truc-là, ça fait longtemps que ça a commencé, on a beaucoup donné, ça suffit, on va s'occuper de notre quotidien. C'est une fuite en avant qui va nous revenir au visage un beau matin. Et c'est ce que les évêques ont essayé de nous rappeler. Nous nous trompons si nous pensons que tant qu'on n'a pas réglé le problème politique de fond dans ce pays-là, que le Togo va se développer au point que la question de l'emploi, qui est la première préoccupation des jeunes, sera réglée. Ce régime-là, s'il demeure tel qu'il est, il n'est pas capable. Tout le monde veut l'évolution, madame. Même le régime que vous indexez, si vous arrivez là-bas, on va vous dire... C'est un appel solennel que je lance aux jeunes. Le régime que vous indexez, ce régime vous dira que nous aussi, nous sommes en train de nous forcer pour que ça marche. Tout le monde veut que ça marche. Vous voyez les résultats. Moi, les résultats que je vois, je vais vous les donner, même si c'est de manière un peu... ça ressemble à une caricature. Vous avez besoin d'emploi, nous avons créé Provonat pour vous. Hein? Vous pouvez y aller. Quand il y a de vrais emplois, eh bien, les fils de cacique, là, où est-ce que vous êtes? Venez. C'est vous qui avez droit. De toutes les façons, ce que vous citez, ça fait quand même quelque chose. C'est ce que ce régime... Ça fait quoi? Ça a apporté quelque chose aux jeunes. Qu'est-ce que ça a apporté? Aujourd'hui, les uns les autres ont pu quand même si c'est pas ça, il reste encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que les uns et les autres ont fait? Faites un bilan objectif. Madame, on va terminer. De tout ce qui est investi comme moyen financier dans ces solutions-là qui ne sont que des palliatifs. Pendant qu'on refuse de s'attaquer aux vrais problèmes. On refuse parce qu'en réalité, il n'y a pas de volonté politique réelle. De faire en sorte qu'il y ait une classe moyenne forte dans ce pays. Le régime sait que s'il développe la classe moyenne, ça aussi, ça va le faire partir. D'accord. Voilà, on va mettre un terme à cette émission. Juste un mot pour terminer, madame. C'est une invitation à l'endroit de mes sœurs et frères du Togo. Jeunes, vieux, moins vieux, eh bien, on vous attend demain. Venons, allons faire notre devoir de citoyen. Que personne ne reste à la maison. Même ceux qui sont dans l'informel et qui disent souvent « je vis du fruit quotidien de mon travail », je suis convaincu qu'en consentant encore ces sacrifices-là, ils créeront les conditions de lendemain meilleur. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Joël, les gars. On va se dire au revoir ici. On prend notre rendez-vous pour lundi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à l'invité de cette émission, madame Brigitte Kafoui Adjamago Johnson, secrétaire générale de la CDPA, présidente de CAP 2015. Le confrère Joël Lega, directeur de publication du journal Fraternité, était aussi avec moi. La mise en onde de cette émission est assurée par Nono Kekele. Moi, je m'appelle Mathieu Mozo. Bon week-end.